parole pour une petite présentation rapide. Ève, pour commencer. J'ai pas écouté. Qu'est-ce que je dois me présenter, c'est ça? Ah bah bravo, ça commence bien. Non, c'est un petit tour d'écran rapide, juste, mais très rapide, quoi. Nom, prénom, et puis structure, voilà, qu'on sache qui est là et qu'on se connaisse vite fait. Ok, donc Ève Le Pommelet, chargée de mission, biodiversité, milieu aquatique au SINBO EPTB, syndicat mixte du bassin de l'Eau. Merci, Dans Ève. l'Hérault. Léa? Oui, bonjour. Moi, je suis stagiaire au conseil départemental de la Haute-Garonne. Stagiaire sur quel sujet? Sur le sujet des solutions fondées sur la nature. Ok, merci. Méliné? Bonjour, alors moi je suis apprentie à la DREAL Occitanie sur la restauration écologique. Je viens d'être là. Cassandra? Bonjour, moi je suis apprentie au conseil départemental principalement sur la base de données foncières. Merci. Emma? Bonjour, moi je suis chargée de mission biodiversité et agriculture à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup dans l'Hérault. Jérôme? Bussière, pardon. Jérôme Bussière, chargé de mission biodiversité et forêt au parc des Grands Causses. Jérôme Dao? Bonjour, je travaille au Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées. Je suis en charge des plantes exotiques envahissantes. Lucie? Lucie Gieux, je travaille à la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie, entre autres sur toute la thématique espace protégé et chasse. Merci. Émilie Momple? Oui, bonjour, Émilie Montplé, il n'y a pas de souci, on voit pas l'accent aigu en majuscule, il n'y a pas de souci. Donc, Émilie Montplé de l'Office national des forêts, donc sur la partie régionale, moi je suis en Occitanie et donc PACA, mais bon, là on est sur la RB Occitanie. Et ici, parce que on est en train de monter une réflexion sur les projets sur lesquels en fait on va se reposer sur les fonctionnalités de la forêt. Et donc voilà, on ouvre une réflexion dessus et je trouvais intéressant ce webinaire-là pour la constitution de ce portefeuille de projets et de sites. Très bien, merci Émilie. Pauline? Ah, Pauline, on ne t'entend pas? Si, on te voit. Bonjour, Pauline Sipion, chargée de mission biodiversité et agriculture à Nîmes Métropole. Merci. Vanessa? Bonjour tout le monde, Vanessa Miel-Millet, responsable de la mission biodiversité au département des Pyrénées-Orientales. Vincent, je suppose que peut-être tu n'as pas de micro ou ça fonctionne aujourd'hui? Non, il semblerait que ce soit comme d'habitude. Alors, j'ai Natura 2000 Gélise et je suis désolée, j'ai oublié ton prénom et c'est pas noté dans le... Non plus. Natura 2000 Gélise. Alors, qui j'ai oublié sinon? Camille du CBN. Oui, bonjour, Camille Mulatero, je travaille au Conservatoire botanique pyrénéen et je suis chargée de restauration écologique et j'ai entre autres participé à ce projet Wikirnat. Super, merci. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Manifestez-vous. Ah oui, Véro. Ma collègue. Bonjour, Véronique Ventre, chargée de projet planification territoriale et séquences éviter, réduire, compenser à l'Agence régionale de biodiversité sur le site de Toulouse. Merci Véro. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre? Si oui, alors bien évidemment, j'ai oublié Manuel, Camille et Yannick, mais vous allez vous présenter en début de présentation, je suppose. Hein. Donc, Hop. Non. Bon, et ben Manuel, je vais te laisser partager ton écran peut-être, et vous laissez vous présenter tous les trois et débuter la présentation. Très bien.
Camille et Yannick, je vous laisse vous présenter et je prends la parole ensuite. Ok. Bonjour à tous, moi je suis Camille Fleury, je travaille au PNR des Pyrénées-Ariégeoises. Je suis chargée de mission gestion de l'espace et donc à ce titre je travaille sur la mobilisation des communes sur des stratégies foncières agricoles et pour ce qui concerne Multironat sur la restauration des milieux ouverts. Bonjour à tout le monde, moi je suis Yannick Barnascu, je suis le coordinateur du pôle biodiversité, agriculture et territoire. Je pilote notamment les actions sur la trame verte et bleue et je remercie effectivement Julie et l'équipe de l'ARB pour ces moments de partage et toute l'aspect vivant qu'il peut y avoir dedans. Et du coup, moi je suis Manuel de la Foulouse et chargé de restauration écologique au Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées. Et donc aux côtés de Camille Fleury, Yannick et Camille Mulatero et Hugues Lechêne, un autre collègue du conservatoire. J'ai travaillé dans le cadre de ce programme Wikirenat que l'on vous présente aujourd'hui. Du coup, je pensais intéressant de revenir un tout petit peu sur le contexte de la restauration écologique, même si je pense qu'au vu du tour de table, il n'y a rien de nouveau pour personne. Mais bon, voilà. À l'échelle d'un contexte global, on a un contexte d'érosion de la biodiversité très important, autant en termes de diversité d'espèces que d'effectifs des populations, qui est lié entre autres au changement d'usage des sols, mais qui va aussi, ces changements d'usage vont aussi créer de la fragmentation des milieux et de la perte de fonctionnalité. Et on est dans un contexte très global de changement climatique, voilà, des changements globaux et des pressions diverses et importantes sur les milieux naturels. Et de ce fait, on est aussi dans un contexte sociopolitique où il y a où la restauration écologique est d'actualité. Donc on est en plein dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Et il y a une étape qui a été franchie très récemment, la semaine dernière. Il y a un règlement européen sur la restauration de la nature qui est en projet depuis plus d'1 an maintenant. Et il y a une votation qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc, il y a des objectifs de restauration chiffrés qui vont très, très probablement être imposés aux pays membres très bientôt. Donc, voilà, il est temps, plus que temps, de se poser ces questions de qu'est-ce qu'on restaure, comment on le restaure. Et aussi, en termes de contexte, je pensais intéressant rappeler un peu la définition de la restauration écologique base sur laquelle on travaille avec le PNR. Donc, on considère la restauration écologique comme le processus d'assistance à la récupération d'un écosystème qui a été dégradé, abîmé ou détruit, afin de l'orienter vers une trajectoire de récupération permettant l'adaptation aux changements locaux et globaux, la persistance et l'évolution des espèces qui le constituent. Et donc, à l'origine de ce programme, donc c'est vraiment un programme à l'échelle du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. On avait à peu près les questions suivantes. Comment assurer la pertinence d'une démarche de restauration? Donc, identifier des enjeux de territoire. Comment toucher des sites dégradés hors des circuits classiques des gestionnaires d'espaces naturels, enfin hors ou du moins pas limité à ces circuits classiques des gestionnaires d'espaces naturels. Et puis, au-delà d'une vision très site-centrée, comment avoir une vision plus de territoire et d'identifier des problématiques multisites ou des projets qui peuvent être un maillage de différents sites sur une même thématique. Et donc, l'idée qui a été proposée par le PNR, c'était de travailler sur des remontées participatives de sites, donc un travail d'identification de sites par les acteurs de terrain, donc par une animation de territoire, pour que les gestionnaires
a priori sans limite de catégorie, puisse être force de proposition pour identifier des sites. Donc une dynamique qui vient du terrain et à partir d'une collaboration sur une plateforme en ligne, qui est la possibilité de contribution multi-acteurs sur un même site, c'est-à-dire qu'un site qui est signalé par quelqu'un peut bénéficier d'autres informations par un autre acteur usager du terrain. Et évidemment, avoir une visualisation cartographique. Excuse-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a partagé son écran à ta place. Je mettrai un billet sur Emma, mais je ne suis pas sûre. Je vais essayer de remettre. Là, c'est bon. Merci. Voilà. Et donc, du coup, que ces contributions puissent être évidemment consultables, qu'elles puissent avoir une dimension cartographique, une dimension base de données, on y reviendra, et qu'en fait, ça permette de... Enfin, ça donne des éléments pour la construction d'une stratégie territoriale à l'échelle du PNR. Donc, en gros, voilà, ça, c'est un peu la base, ce qui nous a fait nous lancer dans cette aventure. Yannick, je te laisse prendre la suite. Donc voilà, sur la genèse de projet que Manuel vient de préciser, effectivement, l'idée c'était un peu une prise de conscience qu'on connaissait souvent les sites à biodiversité remarquables sur le territoire. Il y a des outils qui existent pour recenser tout ce qui est nature et espèces remarquables, et que tout ce qui était site dégradé n'était pas forcément ciblé ou partagé du moins avec les différents acteurs du territoire. Donc, il y avait besoin, au moins en interne au parc, d'une structuration des actions de restauration sur le territoire du parc. Ensuite, pourquoi un partenariat avec le conservatoire botanique? On avait besoin d'une structure animatrice pour ce projet qui pouvait être le parc, mais on a surtout besoin d'une structure experte qui pouvait être le conservatoire botanique des Pyrénées, qui permettait, comme son périmètre est plus large, une reproductibilité à une échelle régionale de ce genre d'initiative. Et notamment, ça permettait aussi de bénéficier du regard expert sur le terrain quand les sites étaient renseignés au fur et à mesure. Ensuite, l'enjeu sur ce projet, c'était d'avoir une mobilisation du local. Manuel l'a précisé, c'est quelque chose qui remonte du terrain. Du coup, on a besoin d'une appropriation et d'une participation des différents gestionnaires des espaces naturels sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des présentations avec la Fédération des chasseurs, l'ONF, les différents syndicats de rivière sur le territoire du parc, les partenaires qui sont engagés dans la gestion et dans la restauration des milieux naturels, qui peuvent être associations naturalistes ou structures de formation de gestion des milieux naturels, comme les CFPPA par exemple. C'est quelque chose qui fonctionne, qu'il faut consolider, qu'il faut enrichir. On est encore dans cette phase-là. Et tout ça dans un contexte propre au parc qui est dans la révision de la charte, puisque toutes ces actions, toutes ces initiatives doivent être portées sur le long terme et sur une appropriation politique et territoriale forte, et doit être en corrélation et inscrite dans le projet de nouvelle charte. Tout ça est aussi sur un territoire qui est le parc. On a 64 000 habitants. Il faut que cette force-là soit aussi encouragée. On a parlé des partenaires techniques qui pouvaient renseigner. Chacun peut aussi s'approprier le site de Wiki-Renat pour entrer des territoires qu'il connaît, des enjeux qu'il connaît, des sensibilités qu'il connaît sur son village, sur sa commune, sur son terrain de jeu propre en fait. Je peux passer à la diapo suivante, Manuel. Oui, voilà, donc j'étais déjà un petit peu en avance. Qui peut contribuer à Wiki-Renat? Donc, je parlais des gestionnaires et des pratiquants du terrain. L'enjeu, c'est que les élus qui ont une connaissance fine de leur territoire et des projets qu'ils souhaitent partager, développer, mettre en avant, s'approprient aussi le site. Et les habitants qui sont en attente, qui sont
parfois démunis sur certains enjeux, qui puissent avoir un relais au travers de Wikironat sur ce qui les touche. Et pourquoi l'outil participatif? L'idée, c'est d'avoir une facilitation de passage à l'action, puisqu'on aura du coup des gens qui ont fait remonter les sites et qui peuvent aussi s'engager dans l'opérationnalité de l'outil. L'autre élément, c'est que, vous l'avez vu, un simple habitant peut renseigner un site, on n'a pas forcément besoin d'une expertise poussée pour le renseignement. La nature ordinaire, elle est accessible par tout le monde. Donc ensuite, c'est l'outil qui est développé avec ce que va présenter Manuel sur toute la digestion de ce qui remonte, qui est ensuite la partie qu'on ne voit pas dans l'outil Wikironat. Manuel? Oui. Du coup, je ne sais pas si peut-être en complément. Voilà. Par rapport à l'utilisation des données et à la vocation de l'outil, c'est un outil. Vous m'entendez? Pardon. Oui, on t'entend très bien, Manuel. Oui. Pardon. Par rapport à la vocation de l'outil, c'est vrai que ça, assez souvent, quand on le présente ou quand on en parle, ça peut évoquer les démarches de compensation environnementale. C'est clairement pas la vocation de l'outil, et dans la pratique, c'est pas utilisable. On peut dire que c'est pas utilisable pour cette finalité-là. Donc, on est vraiment plus sur l'identification de sites à restaurer que sur des sites qui vont pouvoir répondre à des besoins de restauration dans la compensation, dans la séquence ERC. Du coup, ce que je vous propose là, dans un deuxième temps, c'est de vous présenter un peu la plateforme, l'outil. Je ne sais plus si on vous l'a dit, mais en fait, le projet, il a commencé il y a un an, presque un an et demi. Il y a un an et demi. Et donc, c'est une plateforme qui est quand même assez récente. Donc, je vais vous présenter comment fonctionne la saisie des sites, la modération, l'édition des fiches sites sur la plateforme et les modalités de consultation. Alors, s'il y a des questions, moi juste, comme je partage mon écran, je vois rien du tout. Je ne vois pas de vignette ou de main levée. N'hésitez pas, ou Julie, n'hésitez pas à faire... Ça marche. Pour l'instant, il n'y a pas de main levée, mais effectivement, n'hésitez pas à lever la main au fur et à mesure si vous avez besoin d'éclaircissement. Mais pour le moment, il n'y a pas. Très bien. Alors du coup, pour saisir un site, c'est un formulaire en ligne sur un site web tout à fait classique qui va permettre de renseigner différents critères du site à restaurer, à commencer par le milieu objectif, le milieu souhaité. Alors c'est un peu délicat parce que on y reviendra juste après, de se dire, voilà, si je vois, je sais pas, il y a eu un glissement de terrain, en fait, ce qu'il va falloir signaler, c'est quel est le milieu qui aurait dû être là, où aujourd'hui, il y a plus rien, ou en tout cas, il y a du sol déstructuré. Donc, on commence par le milieu référence, et ensuite, on va, ça c'est aussi pour du traitement en interne, choisir une catégorie de dégradation, des enjeux qui sont concernés, des types d'actions nécessaires si la personne qui saisit le site a déjà une idée de ce qui peut être nécessaire. Et puis après, il y a différents types de données sur la géolocalisation, le périmètre, des éléments d'historique si la personne en a. Et donc, pour chaque site, il y a une fiche site qui se constitue avec les photos qu'on aura pu relever et une plateforme en ligne qui va avoir des petites épingles comme ça et qui permet de filtrer par type de milieu, par exemple, ou par type de dégradation, ou par type d'enjeu concerné.
Donc voilà, jusque-là, c'est on ne peut plus classique dans une démarche de cartographie participative. Voici les catégories qu'on a retenues. Alors, c'est toujours voilà, complexe parce que dans la restauration, il y a plein de types de milieux. Donc, on en a sélectionné 7, 8 avec une catégorie autre. Donc, des milieux plutôt ouverts, herbacés, des landes, des plans d'eau, des cours d'eau, de la haie, de la forêt, des milieux urbains ou autres milieux. Pareil pour les dégradations, on a fait quelques catégories. Et pour des enjeux, donc quels sont les enjeux du milieu dégradé ou de la restauration. Et donc la partie, on va dire, invisible, c'est que dès qu'il y a un site qui est saisi, eh bien, on a une base de données qui s'organise derrière avec les coordonnées des personnes qui ont proposé la fiche, avec les noms du gestionnaire, le nom du propriétaire, si c'est saisi lors de la saisie du site, les surfaces concernées, les milieux, etc. Juste, je te coupe, Manuel, parce que ce qu'on n'avait pas précisé tout à l'heure, c'est que toutes ces données qui sont renseignées, aussi bien les données territoriales que les données de la personne qui a renseigné les infos, sont des données qui ne sont pas publiques et qui sont propriété du parc et du CBN. Ce ne sont pas des données qui sont divulguées, en fait. Sur affichées sur la carte. Ouais. Mais, Voilà. Yannick et Camille, juste rapidement, peut-être quand vous parlez, si vous pouviez rapprocher le micro de votre ordinateur, on ne vous entend pas très très bien. on avait mis un super dispositif, mais alors, j'essaie de rapprocher là. Est-ce que là c'est mieux? Beaucoup. Oui, donc du coup, Yannick disait sur la propriété, en fait, donc l'objectif c'était que les données elles soient visibles cartographiquement. Aussi pour participer à l'animation, à la sensibilisation et pour qu'il y ait voilà, un côté interactif. Mais par contre, voilà, PNR et CBN restent propriétaires du fond de la donnée et en fait, quelle que soit derrière la démarche de restauration qui est mise en place, c'est PNR et CBN qui décident de la manière dont la donnée est transmise en fait, soit gestionnaire, soit au gestionnaire, soit au porteur de projet. Voilà. Donc c'est pas entre guillemets livré tel quel. Voilà. Et sur les fiches sites, bien entendu, les données qui sont personnelles, elles sont pas ouvertes au grand public. Donc en fait, on a enfin voilà, sur la fiche site accessible à tous, il y a une partie des données et l'autre partie, il faut demander au PNR ou au CBN pour y avoir accès. Du coup, le processus global du projet, c'est il y a en amont, on va dire avant l'étape 1, il y a l'animation territoriale pour présenter l'outil, pour faire de la sensibilisation dans le territoire. Après, il y a la saisie des sites sur la plateforme par les gestionnaires. Et de façon régulière, on a un cycle de modération que je vais présenter juste après et un retour aux contributeurs. Donc un retour aux personnes qui ont saisi des fiches, que ce soit le gestionnaire, le propriétaire ou quelqu'un qui passait par là. Ensuite, on fait une prise de contact avec le gestionnaire ou le propriétaire et on passe à une étape d'évaluation. L'évaluation, elle se fait en plusieurs phases. Et donc, tout d'abord, à partir de la connaissance déjà accessible, donc avec les données cartographiques, voilà, de différentes sources. Bon, il y en a quelques-unes en exemple ici. Et on commence un pré-diagnostic sur le projet de restauration en soi. Dans le cadre de Wikirenat, on a prévu, et donc c'est ce qu'on a fait sur une majorité des terrains, des relevés de terrain complémentaires pour compléter, on va dire, un diagnostic ou une note technique sur le projet de restauration. Et ensuite, en fonction des résultats de l'évaluation et du contexte territorial, l'idée est d'aboutir à une hiérarchisation ou à une priorisation des
des sites à restaurer, des projets de restauration, et de pouvoir faire des remontées auprès de décideurs ou de financeurs d'opérations de restauration. Et dans le cadre du programme, on avait un volet chantier, et donc il y a quelques opérations, quelques chantiers de restauration qui étaient pris en charge par le programme et qui ont été conduits, coordonnés par le PNR. Donc une phase suivi, appui technique et plan de gestion. Manuel, je te coupe, il y a une main levée. Il y a Oui. Pauline qui a une question apparemment. Oui, excusez-moi. Juste sur la slide précédente, parmi les objectifs, il y avait l'objectif urbain. Ça signifie quoi? Parce que pour moi, il me semble intéressant de renaturer des prairies, des pelouses, des haies, des forêts. Ça me semble intuitif. Mais en périmètre urbain, je ne vois pas trop. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, en fait, bon, il s'avère que pour l'instant, presque un an de plateforme en ligne, ça n'a jamais été sollicité. En fait, dans le monde de la restauration écologique, alors notamment moi, mes références, c'est par rapport au colloque annuel sur la restauration écologique. On a de plus en plus de milieux qui ne correspondent pas aux habitats naturels classiques et qui sont ce qu'on appelle des nouveaux écosystèmes, où c'est des écosystèmes qui sont fonctionnels, mais qui sont pas naturels ou semi-naturels et qui sont plutôt des écosystèmes artificiels, mais bon, qui peuvent avoir besoin d'être restaurés aussi. Donc voilà, on s'était laissé cette catégorie pour traiter de ces écosystèmes. Et il y a aussi, il me semble, vous me corrigez Yannick ou Camille, on a mis dans les dégradations la problématique de pollution lumineuse qui a été travaillée par ailleurs à l'échelle du PNR. Et donc on se disait, ben voilà, il y a peut-être des milieux urbains qui peuvent être dégradés ou en tout cas pas en bon état par rapport à une pollution lumineuse. Donc voilà, on ne voulait pas se fermer cette porte-là. Et bon, de fait, ça ne s'est pas présenté pour l'instant. Non, c'est ça, Manuel, hein. Du coup, c'était pour aussi avoir des opportunités, d'autres attentes sur le territoire, hein. Tout ce qui était désimperméabilisation ou naturalisation de secteurs urbains, ça permettait aussi d'avoir la possibilité de le renseigner sur la plateforme. Des choses un peu nouvelles, un peu atypiques et qui pouvaient du coup alimenter une base de données sur cette entrée-là, quoi, en plus de pollution lumineuse. Pauline, ça répond à Merci, ta oui, question, c'est très oui. clair. Merci beaucoup. Alors du coup, quand on ouvre une plateforme comme ça où tout le monde et n'importe qui peut contribuer, le premier exercice pour nous, un des premiers exercices, c'était de se dire comment on modère et comment on définit qu'un site est accepté ou pas, et sur quels critères, et le fait qu'il soit le plus objectif possible pour qu'on puisse ne pas avoir besoin de faire une étude de cas, on va dire, à chaque épingle qui surgit sur la plateforme. Donc on l'a divisé en 3 grandes phases. Une première phase de modération globale, de vérifier, voilà, est-ce que c'est un message correct? Est-ce que c'est pas une dénonciation manifeste d'un voisin? Il a mis du Roundup sur son truc ou je ne sais pas. Qu'il n'y a pas d'abus, on va dire, par rapport à la vocation initiale du milieu, de l'outil, pardon. Et donc, bon, si c'est le cas, évidemment, l'épingle n'est pas acceptée. Et puis, on fait un retour mail au contributeur en lui disant que voilà, ce n'est pas l'objet du programme de l'outil. Ce qui nous est arrivé une fois depuis aussi, c'est, on appelle ça un troll, ou je sais, enfin, quand il y a un robot, quand il y a quelqu'un qui n'est pas une personne humaine du territoire qui saisit un site. Voilà, c'est arrivé, donc c'est à cette étape-là où bon, c'est facilement écartable de l'outil. Ensuite, si le site, si l'épingle est correcte, on vérifie que le site est bien localisable. On vérifie que la photo et le point GPS correspondent à la réalité, correspondent au cadastre, et est-ce que la dégradation est identifiable. Donc, si ce n'est pas le cas, on fait un retour mail au contributeur
pour demander soit de compléter, soit de corriger sa fiche. Et dans de rares cas, il est rejeté, mais en général, le contributeur va corriger sa fiche et on retourne du coup avec un site qui est bien identifié. Et après, ce qui était un peu plus délicat, c'est de se poser la question, est-ce que la notion de dégradation versus restauration s'applique? Et ça, c'est pas toujours le cas. Et où est-ce qu'il y a vraiment, c'est un site avec un enjeu naturel ou de biodiversité? Et voilà, est-ce que la notion est bien comprise? Et donc là, si c'est oui, le site, il apparaît sur la plateforme. Et si c'est non, on explique pourquoi et on rejette le site. Alors, quand on dit que l'on rejette le site, il reste dans la base de données, mais il n'apparaît plus en ligne et en gros, il n'est plus dans les sites à restaurer. Et la dernière étape, du coup, c'est en fonction du type de milieu objectif et du type de dégradation concerné, on va vérifier quels sont les champs de compétences techniques pour encadrer un projet de restauration. Et donc, aujourd'hui, c'est un programme qui est en partenariat CBN-PNR. Donc, en fait, les champs de compétences qui sont maîtrisés par nos deux structures, on valide le site et on va plus loin dans l'évaluation des enjeux et envisager une restauration. Et après, les sites qui font appel à d'autres compétences techniques que nous n'avons pas, par exemple tout ce qui est ripisylve, vraiment milieu humide ou milieu boisé, donc pour lesquels on a besoin de faire appel à d'autres ressources sur le territoire. Le site, il reste sur la plateforme. Par contre, nous, on n'est pas compétent pour aller plus loin vers une évaluation des enjeux. Et donc, c'est là une étape de mise en réseau à faire avec les autres acteurs. Et donc, voilà, une fois que cette modération est faite, qu'on a des sites qui sont validés, on passe à une étape d'évaluation des sites proposés. Alors, ça commence souvent par un entretien avec le porteur de projet, le gestionnaire ou le propriétaire. Et donc, pour avoir quelques informations assez globales sur... alors, c'est par catégorie que nous, on les organise, sur les menaces. Donc, quelles sont les origines de la dégradation? Est-ce que la source de dégradation est maîtrisée? En fait, ce n'est pas toujours le cas. Et si on ne s'est pas posé ces questions-là, ça ne sert pas à grand-chose d'aller beaucoup plus loin dans l'idée de restaurer. Quelle est la situation du foncier? Et d'autres éléments de cet ordre-là, de type de menace. Et ensuite, sur les aspects humains, quelle gestion future? Quelle appropriation ou connaissance du projet par les acteurs locaux? Et puis, suivant le type d'intervention, quel est l'état de la coordination entre acteurs? Très typiquement, si c'est un projet, si c'est une opération de restauration qui peut être faite en régie par le gestionnaire, c'est très simple. Si ça nécessite l'intervention de plusieurs opérateurs différents, il faut évaluer, quoi. Il faut évaluer si ça ne va pas être un frein à la restauration. Ensuite, on a un collègue botaniste ici qui contribue à l'identification des enjeux sur la base des données de la connaissance actuelle. Donc, avec plein de ressources, dont hygiène, remonter le temps, des cartographies, la connaissance de la flore patrimoniale sur le site, de la lithologie, des cartographies de zones humides, de réseaux de cours d'eau. Et puis, évidemment, vous le savez tous, ces référentiels-là, ils ne sont pas toujours à jour ni exhaustifs. Et même en termes de faune-flore, l'absence de données ne signifie pas qu'il n'y a pas l'espèce. Donc, en fait, l'absence de données ne signifie pas la donnée de l'absence. Et donc, du coup, on a besoin de faire un relevé terrain complémentaire. Et donc, c'est des relevés qui vont se concentrer sur les habitats, sur les plantes à enjeu de façon globale, donc les espèces à statut et les espèces exotiques envahissantes. Et sur l'emprise du site et une zone tampon qui est définie un peu en fonction des
un peu au cas par cas en fonction des milieux cibles. Donc voilà un exemple de cartographie des habitats qui est réalisé sur le site du TUC de Montcalivert. Et voilà, une fois qu'on a cette étape-là, on peut commencer à proposer un avis technique sur les interventions nécessaires ou déjà prévues. Des fois, le site est cité et il y a déjà un projet de restauration par l'acteur qui a proposé la fiche. Et dans la majorité des cas, cet avis qu'on donne, il ne dispense pas d'une étude plus approfondie avant intervention de restauration sur le milieu. Alors ça dépend vraiment des configurations. Il y a des sites où c'est assez simple et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il y a d'autres sites où, notamment quand il y a du cours d'eau ou de la zone humide de concerner, il y a quand même une étude plus approfondie à mener avant de lancer une opération. Et le programme Wikirenat nous a permis de construire un peu un outil de suivi qui va reprendre les différents éléments donc de menaces, de caractéristiques du sol, pour qu'on puisse avoir une idée avant, pendant et après l'opération de restauration, de voir est-ce que la trajectoire du milieu et la trajectoire du réseau d'acteurs impliqués par ce site, concernés par ce site, va dans le bon sens vers la restauration. Donc, sans rentrer dans chacune des catégories, parce que ce serait vraiment trop long, voilà, l'idée, c'est de se dire, sur les menaces, on a une notation de 0 à 5 sur la dégradation et ou la pollution du site, de 0 à 5 sur les exotiques envahissantes, sur le statut du foncier. Et donc, voilà, en gros, c'est une photo à un instant T du site. Alors, c'est pas gênant. Donc, 0, c'est que c'est très dégradé ou en tout cas très loin du milieu objectif. Et puis 5, ce serait tout va bien, on a réussi notre restauration. Donc, sur un exemple comme celui-ci, on est sur un site, par exemple, qui ne présente pas d'espèces exotiques envahissantes, ni sur l'emprise du site, ni dans sa zone tampon. Donc, dès le début, avant opération de restauration, on a déjà une bonne note. Que la dégradation, elle ait une mauvaise note, ce n'est pas gênant, c'est pour ça que c'est un site à restaurer. Mais du coup, ça permet de, si on fait un suivi 1 an après, 2 ans après le site, après l'opération de restauration, de voir qu'est-ce qui a évolué. De la même façon pour le statut du foncier, pour les caractéristiques du sol ou l'hydrologie, des indicateurs qui concernent la végétation, des indicateurs qui concernent les aspects humains et des indicateurs qui correspondent à l'intégration et aux échanges. Donc la connectivité des écosystèmes, l'intégration au corridor écologique, aux trames vertes et bleues et l'intégration paysagère. Donc voilà, et c'est un outil un peu simplifié qui permet aussi que les différents acteurs impliqués puissent s'approprier ce suivi. Et la troisième phase, qu'on a commencé à aborder dans le cadre de ce programme, mais en fait, ça nécessiterait un travail plus approfondi avec les décideurs, avec les financeurs d'opérations de restauration. Et donc, voilà, bon, on a commencé à avancer, mais on n'est pas allé complètement au bout. C'est de donner des éléments d'appréciation standardisés sur les sites pour aider à la priorisation d'actions. Une fois qu'on a 30 sites sur la plateforme, de se dire quels sont les sites prioritaires ou comment orienter de l'investissement public pour avoir une action pertinente à l'échelle du territoire. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'était un système de notation par critères qui puisse tenir compte de la diversité des financeurs et de leurs objectifs ou champs d'action. Donc, tous les financeurs ne vont pas financer le même type de restauration ou avec les mêmes objectifs. Que ce soit en lien avec une dynamique territoriale. Donc, il y a des territoires où tel type d'enjeu est plus important ou est déjà identifié. Donc, on va prioriser tel type de restauration plutôt que d'autres sur un territoire donné. Et comment faire pour inclure des éléments socio-économiques du contexte dans cette priorisation.
Et donc, sur la base d'un travail qui avait déjà été initié à l'échelle de l'Adréal Occitanie, on a, et en lien aussi avec une démarche de l'OFB au niveau national, du projet de restauration. Manuel, ça a coupé. Donc, Faut que tu reprennes, en oui, fait, on t'a pas entendu. pardon. Alors, je ne sais pas à quel niveau. Bon, en tout cas, Juste un donc peu après. notre outil de priorisation qu'on a développé sur la base d'un travail 2022. Et il se concrétise en gros sur 3 piliers, on va dire, d'évaluation de site. Donc, pour chaque type de milieu objectif, on va avoir des critères de notation qui vont peser pour le gain écologique, donc qui tiennent compte de la surface, du type de dégradation, des espèces ou habitats remarquables, de la fragmentation du site, de la présence ou pas d'espèces exotiques envahissantes, etc. Enfin voilà, de différents types. Donc on va avoir des sites qui présentent, pour lesquels le projet de restauration va présenter un très fort gain écologique, et d'autres où le gain écologique sera moins important. Ensuite, il y a un autre pilier, ça va être la faisabilité ou l'efficience, on va dire. Donc là-dedans, on va rentrer le coût estimé, le temps de travaux estimé, la présence d'espèces exotiques envahissantes problématiques. Alors là, c'est intéressant. On va se dire que, en gros, la présence d'espèces exotiques envahissantes, elle va influencer de façon différente dans la balance. S'il y a des espèces exotiques envahissantes dans l'emprise du site, eh ben, le gain écologique sera plus fort parce qu'on va diminuer la pression de dispersion dans le territoire. Donc, c'est une bonne chose qu'on s'attaque à ce problème-là. Par contre, en termes de faisabilité, on sait que c'est beaucoup plus complexe de restaurer un milieu quand il y a la présence de ces espèces. Le nombre et le type de propriétaire, la complexité des méthodes utilisées. Donc, voilà, ça va aussi donner une note. Et le troisième pilier, c'est sur la durabilité. Et donc, ça va prendre en compte le type de gestion, les mesures de protection, la qualité du suivi prévu, la multiplicité des enjeux, l'acceptation sociale. Et donc, on ne fait pas de synthèse parce qu'on se dit, alors je pense qu'il y a une autre slide qui le présente un peu. Donc, on a ces 3 types de notes. Et ça peut vraiment dépendre de chaque financeur de se dire, voilà, je vais prioriser des sites à fort gain écologique, même si en termes de faisabilité, ce n'est pas terrible, ou ça me coûte très cher. Mais voilà, c'est un parti pris qui peut être intéressant. Ou je vais prioriser que des sites très durables, où je suis sûr que mon action elle va durer sur 10 ans parce qu'il y a des mesures de protection fortes, même si ce n'est pas forcément le gain le plus important. Et donc, voilà, l'outil se présente à peu près sous cette forme. Et donc, pour chaque site saisi, on va avoir des notes de gain écologique, des notes de faisabilité, des notes de durabilité. Et puis, on peut aller voir dans le détail comment sont constituées chacune de ces notes. Et voilà, j'ai fini. Là, donc, les limites de l'outil et les limites de la portée de l'outil. Donc, c'est uniquement des sites à restaurer. C'est-à-dire qu'une fois qu'une opération de restauration est entamée ou que quelqu'un se positionne sur l'opération, l'épingle elle peut rester à la limite sur le site, mais il y a un statut qui apparaît. La restauration est entamée, le site n'est entre guillemets plus disponible pour un nouveau projet de restauration. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas une plateforme qui va permettre de capitaliser des retours d'expérience sur la restauration. Et donc, il y a d'autres projets en cours à l'échelle nationale, notamment sur ces thématiques-là. Et une des limites, entre guillemets, ce n'est pas forcément une limite, mais c'est que c'est un projet qui est très ancré sur une échelle. Et du coup, l'accessibilité, la propriété des données dépendent de l'animateur. Et donc, voilà, c'est un projet qu'on ne peut pas facilement étendre à un territoire plus grand. Par contre, ça peut être multiplié ou ça peut être répliqué à d'autres échelles territoriales.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions globalement sur le fonctionnement, sinon je passe la parole au PNR pour expliquer plus concrètement comment ça s'est passé en Ariège. Moi, j'ai une petite question, mais je ne sais pas, elle est peut-être pas très appropriée, mais je me demandais, parce que ça a l'air d'être un travail, enfin, c'est énorme, et j'imagine qu'il y a une partie qui est effectivement informatisée, puisque les personnes qui font remonter les sites, voilà, c'est sur informatique, c'est une plateforme, voilà, pour répondre à quelques questions, pour le recenser. Mais ensuite, tout ce qui va être modération, etc., c'est vous en direct derrière, en propre, c'est pas automatisé, j'imagine, par l'informatique. Et je me demandais combien il y avait de sites qui étaient remontés et le temps que ça prend derrière, parce que ça m'a l'air d'être quelque chose de très chronophage et de très précis et de très compliqué ensuite, enfin, tout ce qui est en back-office, quoi. Je ne sais pas si c'est clair ma question, mais... Oui, sur le nombre de sites, en fait, ça va être la diapo juste après. Ah. Donc, voilà, sur les questions de... Voilà, donc on a... merci Manuel. Aujourd'hui, on a eu 68 remontées de sites, 31 sites validés et 4 en cours de modération. Alors là, je regardais la plateforme, c'est 3 en fait en cours de modération, le chiffre le plus récent. Et donc, du coup, en termes de temps, alors on ne l'a pas quantifié. Effectivement, tout est manuel. Donc, donc ça prend du temps. Néanmoins, si je peux faire un retour structure animatrice par rapport à ça, c'est qu'en fait aujourd'hui, nous, ces remontées de sites-là, on les avait déjà, mais par téléphone. Ou alors à l'occasion d'un projet, d'une animation sur le terrain, par le bouche à oreille, voilà. Donc en fait, nous, ça nous prenait déjà du temps de répondre aux sollicitations désordonnées qui existaient, donc qui existeront toujours. On ne leur ferme pas la porte parce qu'il y a tout un tas de gens qui ne sont pas forcément à l'aise sur le territoire avec l'outil informatique. Mais en tout cas, nous, on espère en tout cas qu'à terme, ce sera un gain de temps, en fait, finalement, cette plateforme pour ce volet-là. Par contre, effectivement, elle rajoute tout un volet diagnostic qui permet de sécuriser les sites, d'assurer que la restauration écologique sur ce site-là est vraiment, vraiment intéressante et puis va être suivie sur le long terme, qui jusqu'à présent était faite, mais seulement en partie, seulement avec certains prismes, certains types de regard, et qui ne prenaient pas forcément en compte toute la complexité d'un site. Ça, par contre, c'est quelque chose qui prend du temps, et je ne sais pas, Manuel, si vous avez estimé le temps que ça vous prend, tout le volet expertise. Alors, oui, juste... donc, dans le volet expertise, en fait, pour un seul site, on ne peut pas le faire parce que quand on fait du terrain ou quand on fait de la cartographie, on fait plusieurs sites en même temps. C'est sûr que c'est chronophage. On aura une vision plus claire là très bientôt parce qu'on est sur la toute fin du programme, donc on pourra faire un bilan. Après, comme c'était aussi la première fois, c'est vraiment un programme exploratoire, donc on est resté sur une méthodologie cartographie des habitats qui est elle-même très chronophage. Donc, il y a aussi des marges d'ajustement sur ces parties-là. Après, la modération en soi, je trouve qu'on avait suffisamment bien travaillé les critères pour que, en gros, si le site il reste ou s'il sort, ça, même si c'est manuel, on ne se pose pas trop de questions, on n'a pas besoin de faire une réunion ou de prendre beaucoup de temps. Au début, j'avais mis hebdomadaire. Finalement, on le fait tous les 15 jours, même une fois par mois, et ça suffit largement. Il y a un autre élément qui va rentrer en compte, à mon avis, c'est que ça fait peu de temps que la plateforme elle est en ligne et l'animation elle est encore en cours. Et donc, du coup, on ne sait pas trop si le rythme des saisies de sites va augmenter et dans quelle proportion. Voilà, pour l'instant, à l'échelle de 70 sites, on n'a pas utilisé beaucoup de temps pour la modération. Et après, pour revenir sur le volet diagnostic, c'est vrai que du coup, c'est chronophage
le CDN, mais nous, côté parc, on fait déjà des chantiers, on faisait déjà des chantiers de restauration avant Wikirenat sur le volet milieu ouvert, du coup, et on court toujours après une automatisation, un cadre pour voir comment on suit ces sites-là, comment on évalue l'efficacité de la restauration, et donc du coup, Wikirenat va, j'espère, nous apporter ce cadre-là et une reproductibilité facile, du coup, de l'évaluation des restaurations qu'on peut mener. Du coup, est-ce qu'on t'a répondu? Est-ce que j'enchaîne sur... Oui, super. Merci Camille. Ouais. Emmanuel et Yannick. Bon, bah, du coup, je suis allée un peu plus vite sur... j'ai un peu anticipé sur les résultats, les premiers résultats que je voulais vous présenter de l'animation et de l'application de l'outil sur le territoire. Donc, je reviens un petit peu en arrière. En termes d'animation et de sensibilisation, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé restauration, c'est la finalité de Wikirenat, mais nous, on lui a trouvé au niveau du territoire un grand intérêt de sensibilisation, c'est-à-dire que même les sites qui sont écartés, en dehors des trolls évidemment, mais nous servent en fait à voir comment les habitants, les élus voient cette question de la dégradation des milieux naturels et quels efforts de sensibilisation on a à faire là-dessus. Ça peut être par exemple expliquer, alors ça on ne l'a pas eu encore, mais ça fait partie de ce qu'on avait imaginé, expliquer un certain type de gestion qui en fait n'est pas une dégradation, comme par exemple la gestion en mosaïque des pelouses sèches, par exemple, ce genre de choses. Ou ça peut être, ça c'est le cas qu'on a eu, justement on en a fait une animation spécifique d'ailleurs, la question du rougissement précoce des forêts du fait des conséquences du changement climatique. Donc effectivement, ça on ne peut pas agir dessus en termes de restauration, par contre en termes de sensibilisation, c'est un grand pouvoir et voilà, c'est des données qu'on ne fait pas apparaître sur la carte de la plateforme Wikirenat, mais qu'on garde et qui sont capitalisées et ensuite nous transférer, parce que ça on le fait au niveau du parc, transférer à une collègue qui s'occupe de ça pour qu'après elle, ça nourrisse ses propres projets. Donc au niveau de l'animation, effectivement, ce que disait Emmanuel, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui comment ça va évoluer sur le terme au niveau des nombres de remontées de sites, parce que bon, 1 an et demi de projet, c'est très court. En 1 an et demi, donc on a eu le temps de discuter de la plateforme, de la faire émerger, voilà, voir comment diagnostiquer les sites, de commencer à la diffuser sur le territoire, auprès des gestionnaires d'espaces naturels, un peu auprès des élus, et en fait, on commence en fait seulement maintenant, en fin de programme, la diffusion, voilà, la grande forme de diffusion grand public via des animations thématiques. Donc on en a fait une le 10 juin sur la thématique pelouse, landes ou forêt. Aujourd'hui, on n'a pas eu encore de retour de site, mais les personnes qui ont participé à l'animation avaient l'air vraiment très motivées. Donc voilà, c'est pas impossible qu'on ait quelques retours prochainement. Bon voilà, il y a d'autres animations prévues. Et surtout, on a prévu un grand séminaire la semaine prochaine sur toute la journée. Donc à destination élus, habitants, où là, du coup, on va parler toute la journée de cet outil-là, toute la journée de restauration écologique et de dégradation de milieux naturels. Et donc, à partir de là, on espère avoir de nouveaux retours de sites sur la plateforme, mais voilà, sans pour l'instant en maîtriser la quantité. Et ensuite, après le programme, il est également prévu de poursuivre cet effort d'animation parce que on sait très bien que c'est pas un outil qui va vivre tout seul tout de suite.
Et donc, du coup, nous, ce qu'on essaye de faire au niveau du parc, c'est de le lier à d'autres programmes qui sont menés par ailleurs par différents collègues. Donc là, déjà, ce qui est prévu, c'est de le lier à l'animation d'un plan de paysage, à l'animation d'un site classé. Et par la suite, ça va être lié aussi à tout le travail qu'on mène sur les trames vertes et bleues, voilà, et à d'autres programmes qu'on va monter. Donc, il essaie d'incorporer Wikirenat, d'utiliser Wikirenat au sein d'autres programmes. Tu peux passer à la diapo suivante, Manuel. Voilà, du coup, sur laquelle j'ai déjà commencé à parler. Donc, je vais pas revenir sur les remontées de sites. Juste, du coup, pour aller sur la finalité restauration écologique. Donc, il était prévu dans le programme Rénote la réalisation de chantiers. Donc, il y en a 5 qui ont été réalisés. Pour l'instant, les milieux qui ont été touchés, c'est les milieux dont nous, on a l'habitude, PNR, CBN, c'est la restauration de prairies, de pelouses, mais aussi un très intéressant travail qui a été initié avec 2 syndicats de rivières sur de la restauration écologique en bord de cours d'eau. Donc là, je ne sais pas, Yannick, si tu veux en dire 2 mots. Oui, une thématique un peu classique qui est de restaurer des ripisylves. Donc ça a été de recréer sur un bord de cours d'eau, dans le cadre d'une exploitation de peupliers, de recréer du coup une frange de ripisylves qui n'était pas du tout prévue, et notamment en mettant en avant le label végétal local. Et une seconde série de chantiers qui était un peu originale, c'était de sortir les troupeaux des cours d'eau pour l'abreuvement, notamment dans un contexte d'enjeux eau qui augmente d'année en année, et en réalisant du coup des aménagements d'abreuvement déconnectés du cours d'eau. Voilà, et donc voilà, ce qu'on disait, c'est que l'idée, c'est que Wikirenat perdure après la fin du programme et soit récupéré et réutilisé via d'autres projets, d'autres programmes. Et donc là, parmi nous, on a déjà déposé au PNR, on n'a pas encore obtenu les financements pour tout, mais voilà, on espère les obtenir. Il y a déjà 3 chantiers programmés, donc qui sont issus de la plateforme et qui sont programmés dans le cadre de programmes ultérieurs. Qui sont des chantiers de restauration de milieux ouverts comme on en a l'habitude. Mais on espère en avoir d'autres sur d'autres types de milieux. Et donc là, on va passer à la diapo suivante. J'anticipe un petit peu parce que l'une des suites de Wikirenat, ce serait d'arriver à faire percoler cet effort de diagnostic mené par le CBN et de le déployer justement et l'adapter aux autres types de milieux qui sont prévus par la plateforme et d'impliquer encore plus les gestionnaires d'espaces naturels pour arriver à avoir quelque chose de structuré sur le long terme. Et donc là, je passe la parole à Yannick. Oui, perspective. Reviens sur la précédente. Ouais. Oui, excuse-moi. Ouais. Du coup, ce que a mis en avant l'avis de la plateforme jusqu'à maintenant, c'est que ce qu'on avait ciblé comme thématique, ça confirme les enjeux du territoire, puisqu'en fait, les sites qui ont été surtout renseignés sont liés à la réouverture des milieux en voie de fermeture, tout ce qui était lié à l'évolution des forêts dans un contexte de réchauffement climatique, tout ce qui était érosion de berges. Donc, on avait ciblé ça dans les thématiques possibles et c'est effectivement ce qui est renseigné au travers de la plateforme. Un autre élément qui est politiquement fort, c'est qu'on est en phase de révision de charte du parc qui va du coup proposer la politique du parc et du territoire sur les 15 prochaines années de 2025 à 2040. Il y a une fiche mesure qui reprend la thématique de Wikirenat, qui est de déployer des actions et des outils favorisant la reconquête, la préservation et la valorisation de la biodiversité, dans le fiche mesure dans laquelle le projet Renat est mentionné. Et du coup, comme le précisaient Manuel et Camille, on est capable de faire des diagnostics sur tout ce qui est milieu ouvert et tout ça. On est moins légitime pour ce qui est milieu forestier et ripisylve. C'est pour ça qu'il y a des milieux et des partenariats qui sont
à formaliser et à faire vivre avec d'autres gestionnaires d'espaces naturels du territoire, ce qui a été commencé notamment avec des syndicats de rivières. Tu peux passer à la suite. Voilà. Mais à la fin, du coup. Ouais, à vous. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce programme? Vanessa? Hop, ça marche. Oui, merci beaucoup pour la présentation de cet outil. C'est vraiment très intéressant, cette plateforme participative. Alors, j'avais des questions et vous avez en partie répondu, mais peut-être pour creuser un peu plus en détail, j'imagine bien que ce type d'outil relève d'une communication assez forte. Enfin, le PNR en a parlé, toute la partie animation s'avère très importante pour que les habitants, les élus s'approprient l'outil et puissent le faire vivre. Au-delà des animations, est-ce que justement vous avez un plan de communication pour cibler peut-être plus particulièrement les élus? Et l'autre question qui suit, c'est comment ces sites dégradés et à restaurer sont intégrés dans les documents d'urbanisme? Est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec les documents supra que sont les SCOT ou les PLU? Parce qu'on parle beaucoup du ZAN, du zéro artificialisation nette et justement de la renaturation de sites. Et comment vous faites ce lien ou justement comment c'est exclu ou pas, enfin, comment ça se passe? Et puis, dernière question sur la suite du projet, pour les financements. On voit que la partie animation est très importante. Est-ce que vous allez avoir des financements complémentaires pour poursuivre cette animation-là? Alors, juste, je vais répondre je vais répondre sur l'ensemble des questions et puis je laisserai Manuel et Yannick compléter. Sur le plan de communication, alors aujourd'hui, on n'a pas de plan de communication écrit. Pour l'instant, on est en phase de test aussi pour le volet communication, mais à terme, il faudrait avoir un plan de communication bien établi. Bon, il se trouve qu'au parc, on est un peu sous-doté en termes de communication, malheureusement, pour l'instant. Mais normalement, à terme, l'année prochaine, dans 2 ans, on devrait être un peu mieux doté sur ces questions-là. Et voilà, ça fait partie des choses à retravailler. Parce que voilà, nous, aujourd'hui, on commence à notre niveau, mais il va falloir le structurer davantage. Notamment, si on intègre Wikirenat dans chacun de nos programmes, comment on fait le lien, comment on assure une cohérence d'ensemble, ça fait partie des choses à travailler. Sur la question du lien avec les urbanistes et les documents d'urbanisme, etc., on a commencé aussi, c'est 1 an et demi de projet, ça a vraiment été le test sur tous les sujets. Donc ça, on a commencé aussi à le travailler avec notamment un SCOT qui est sur notre territoire et quelques communautés de communes qui portent des PLUI. Et aujourd'hui, ça fait partie des structures. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des gestionnaires d'espaces naturels, mais les urbanistes, et du coup, via syndicats de SCOT et communautés de communes, sont aussi des partenariats qui sont à consolider et il faut qu'on trouve une manière de travailler avec eux. Donc, pour l'instant, ils sont sensibilisés à l'outil et à nous de trouver une suite pour consolider notre travail ensemble. Et sur la dernière question sur est-ce qu'on a des financements, nous aujourd'hui les financements qu'on a, c'est via d'autres programmes pour assurer une continuité d'animation sur certaines thématiques. Donc j'ai beaucoup parlé des milieux ouverts, sur les milieux, les cours d'eau, on devrait aussi trouver. Mais pour continuer la structuration globale de Wikirenat et donc tout ce dont je viens de parler, les financements aujourd'hui sont à trouver, mais on est motivé avec le CBN pour aller les chercher. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Manuel et Yannick, sur ce que j'ai dit. Non, ça va. Toi, ça va. Manuel? Moi, je peux compléter un petit peu juste sur la question de la suite et des financements à venir. Ça fait aussi partie de ce qu'on allait aborder juste après. C'était, c'est un programme très court
Donc, ce serait intéressant qu'on ait un recul sur plus longtemps, sur une période de temps plus longue au sein du PNR des Pyrénées ariégeoises, une fois qu'il y a une prise en main plus effective, on va dire, par les élus et les habitants. Et ce qui serait vraiment intéressant, il me semble, ce serait de d'expérimenter cette démarche sur un autre territoire qui n'aurait pas forcément les mêmes enjeux et du coup, pas le même réseau d'acteurs, peut-être pas la même façon de faire de l'animation. Et donc, c'est aussi un des éléments qui fait qu'on est là aujourd'hui à le présenter à vous du réseau des gestionnaires pour se dire, voilà, il y a aussi la possibilité de proposer une suite continuité qui puisse intégrer d'autres partenaires et éventuellement un autre territoire. Donc voilà, je pense que dans la continuité et dans la continuité des financements, il y a un volet que Camille a bien présenté à l'échelle du PNR, des Pyrénées ariégeoises. Et puis voilà, et si ça a du répondant ailleurs en Occitanie, eh ben, je pense que ça pourrait être intéressant de proposer, alors pourquoi pas au fond vert ou ailleurs, hein, mais un programme qui soit encore exploratoire, mais qui continue vraiment la dynamique de ce premier programme qu'on vient de vous présenter. C'est la dernière question que j'allais poser. Pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un. Non, je demandais ce que ça répondait à votre question. Oui, merci beaucoup. La dernière question, c'était justement de quelle façon c'est transposable à d'autres territoires. Donc, mais nous, on est intéressés parce que, oui, on lance des appels à projets pour la restauration écologique des zones humides. Donc, ce type d'outil, ouais, je pense que c'est très intéressant. Alors, l'échelle départementale, je ne sais pas. Faut voir. Mais l'outil est vraiment très bien développé. Il me semble que l'échelle pertinente, c'est l'échelle de la capacité d'animation. C'est vraiment le seul critère, on va dire. Pour moi, c'est le critère dominant, c'est voilà, la structure animatrice et les réseaux ou déjà l'action d'animation qu'elle présente. Si c'est à l'échelle d'un département, pourquoi pas? Donc le département, pourquoi pas, mais avec une super animation. Et avec Vanessa, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Il va falloir étoffer l'équipe. Vanessa, hein. Non, mais il y a une belle dynamique sur le département des PO, donc du coup, il n'y a pas la même partout. Hein. C'est vrai que... Ouais. Donc, avis aux candidatures. On va réfléchir. Il y avait Pauline et ensuite Jérôme pour les questions. Oui, merci de prendre ma question. J'avais du coup une question. Vous avez parlé du lien avec l'urbanisme et le ZAN. Est-ce que vous faites le lien avec la compensation des projets d'aménagement via, vous savez, la doctrine ERC, éviter, réduire, compenser? Est-ce que du coup l'outil peut permettre d'identifier des sites potentiels pour y mettre en œuvre des compensations de projets? Alors, c'est ce qu'on disait au début. On n'est pas sur un outil type Pogeis qui a vraiment cet objectif-là. Néanmoins, nous, au niveau du territoire, on sait qu'il y aura un canal de restauration qui passera par la compensation, mais qui reste à cadrer. Parce que ce qui est certain, c'est que nos élus ne veulent pas fournir ces outils-là, enfin ces sites-là, directement à un porteur de projet ou en fait à une quelconque structure hors territoire. Ils veulent continuer à avoir un regard sur ces sites-là. Donc en tout cas, nous, au niveau du PNR, on ne se ferme pas la porte au fait d'aller sur de la restauration écologique via, entre guillemets, les sous-compensations. Mais il va falloir qu'on l'encadre, en fait, pour que ça n'échappe pas au territoire. Et peut-être en complément, l'outil Wikirenat, il est utilisé pour de la sensibilisation sur la restauration des milieux. Et donc, du coup, on est plutôt à identifier des milieux naturels, semi-naturels qui sont dégradés ou en voie de dégradation.
Et donc, du coup, on a, par rapport aux gains écologiques, on n'est pas sur les mêmes catégories de milieux et d'ampleur en général du marché de la compensation. On n'est pas, enfin pour l'instant, c'est pas apparu d'avoir une friche industrielle ou d'avoir des zones qui, d'un point de vue biodiversité, qui partent de très très loin. Donc, enfin voilà, la vocation de l'outil, elle n'est pas adaptée pour ça. Rien n'empêche que, ben voilà, que quelqu'un, enfin qu'un acteur de la compensation vienne voir ce qu'il y a sur Wikirenat, et éventuellement qu'il identifie un site ou un réseau de sites sur lequel il veut proposer quelque chose. Mais c'est pas la vocation, c'est pas facilité pour ça. Il y a aussi des questions de statut du foncier. Nous, enfin Wikirenat, il y a du statut public, domaine privé des communes ou même au privé. Il y a beaucoup de terrains privés. Et c'est pas un filtre qu'on a fait de façon évidente. Donc voilà, c'est pas hermétique, on va dire, à la compensation. Je sais pas si ça répond, mais bon, c'est pas l'objet. Oui, par exemple, voilà, pour dire que c'est pas hermétique à la compensation, par exemple, nous, nos élus, ils se sont posé la question en bureau. Ils ont commencé à mettre des premiers éléments de doctrine sur cette question-là. Par exemple, si une commune qui fait partie du PNR a un projet d'aménagement qui nécessite compensation et qu'elle fait appel au PNR, nous, on va pouvoir regarder sur Wikirenat, voir s'il y a un site à proximité qui correspondrait à ce besoin en compensation, tout en, parallèlement, accompagnant la commune sur les 2 premiers points de la séquence ERC, à savoir éviter et réduire. Donc, ça fait partie des possibles suites et liens, mais voilà, c'est pas fait que pour ça, quoi. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Jérôme, du coup? Vous avez répondu en partie à ma question qui portait sur Pogéis, justement. Moi, j'y vois pas forcément une opposition entre les 2 outils. Effectivement, Pogéis, il suppose qu'il y a une maîtrise foncière et que ça soit quelque part un catalogue pour la compensation, mais de mon point de vue, moi, je ne vois pas complètement d'opposition. On a un gradient de site, effectivement, dégradé, alors des très dégradés à des zones qui sont plutôt, moi j'imagine comme sur nos territoires, des zones qui sont en cours d'embroussaillement où il n'y a plus d'activité forcément pastorale et qu'on souhaiterait remettre en état. Pour moi, après, ERC, le zéro artificialisation net ou éventuellement des sites des objectifs de reconquête, soit pour la biodiversité, soit pour le pastoralisme, qu'on pourrait identifier via ce genre d'outils, finalement, c'est que le moyen qu'on va mettre en œuvre pour renaturer le site, en quelque sorte. Donc, du coup, ma question était plus un petit peu sur la complémentarité des outils, éventuellement la portabilité d'un outil vers l'autre et la cohérence des champs. Et qu'on puisse imaginer qu'effectivement un site, puisque nous, c'est les questions qu'on se pose, hein, les sites, l'idée, c'est pas d'aller jusqu'au site, identifier de sites de compensation, puisqu'on n'aurait pas forcément la maîtrise foncière, mais d'arriver un petit peu en amont. Et du coup, de pouvoir assez facilement basculer les sites qu'on a identifiés dans Pogéis. Du coup, ma question elle est plus sur la question de la compatibilité entre les 2 outils. Alors là, moi, je ne saurais pas trop te répondre. En fait, on a présenté cet outil-là à Wikirenat à Véronique qui était là, un groupe ARB région OFB.
où était présente la personne qui au niveau national s'occupe de POGEIS, si j'ai bien compris. Mais après, moi, j'avance un peu à l'aveugle parce que je n'ai pas eu de présentation concrète de POGEIS. Je n'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Peut-être pour compléter sur ce point, donc on l'a aussi présenté au groupe de travail territoire de POGEIS, donc de l'OFB au niveau national. Il y a d'une part, il y a l'élément que Camille signalait qui fait qu'on ne peut pas faire un versement automatique, en tout cas, parce que sinon il faudrait qu'on le dise dans Wikirenat que les gens qui signalent des sites, c'est des sites qui peuvent être utilisés pour la compensation. Et ça, c'est quelque chose, ben voilà, on s'est dit, c'est pas... Enfin, voilà. Comme ce n'est pas dit aujourd'hui comme ça, on exclut le fait de faire du versement de données direct. Par contre, rien n'empêche que POGEIS, enfin, voilà, qu'on puisse ressaisir des sites ou qu'il y ait des sites qui... Mais c'est plus au cas par cas qu'un versement en bloc. Une des différences aussi, c'est que... dans les échanges qu'on a eu avec POGEIS, il est question peut-être que la phase d'expérimentation de POGEIS sur un territoire donné puisse se faire à l'échelle de territoires concernés par Wikirenat, donc soit le PNR, soit dans la seconde phase de Wikirenat, pour que il puisse se faire un peu un entre-deux, ou en tout cas s'enrichir des éléments d'animation qu'on a pu découvrir, expérimenter à l'échelle de notre programme très localisé pour avancer sur ce projet au niveau national. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment la question de propriété de données et de je ne sais pas si c'est légitimité, mais d'un point de vue éthique, en fait, de ne pas inciter des gens à donner des sites qui ensuite basculeraient sur un usage pour lequel ils ne sont pas forcément d'accord dès le début. Donc, en fait, ce n'est pas une question qui s'est posée de basculement. Après, en termes de donc ni les catégories, ni les... On n'est pas sur des bases de données tout à fait cohérentes. Et c'est ce que je disais un peu quand je disais que nous, territoire, veut garder la main. Voilà, j'insiste sur ce que dit Manuel. L'idée, c'est pas de verser automatiquement dans POGEIS les sites Wikirenat, plutôt entre guillemets, voilà, dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on vient nous chercher sur ces questions-là, nous, après, on assurera l'animation en local à partir des sites qu'on connaît. Pour voir s'ils sont adaptés, si c'est accepté localement, si ça peut évoluer dans ce sens. Une question subsidiaire. Aujourd'hui, les sites qui font l'objet de travaux de restauration ou ceux qui sont prévus de faire l'objet de ces travaux-là, comment est-ce financé? Alors là, du coup, il y en a eu les 5 dont je parlais, ils ont été financés par le programme Rénot. Du coup, c'est du France Relance. Après, ceux qui sont programmés, les 3 là dont je parlais, il y en a un qui serait financé par du CRB, contrat de restauration de la biodiversité, parce que c'est en lien avec les enjeux du CRB. Et 2 qui sont positionnés sur un nouveau projet que l'on a déposé, pour lequel on n'a pas encore la réponse, sur du POC-TEFA. Donc en fait, après, c'est ce que je disais, c'est que comme de toute façon, on fonctionne par appel à projet, on n'a pas de financement de long terme, c'est pour ça que notre objectif, c'est que vraiment Wikirenat infuse dans les autres programmes et serve les autres programmes avec leur propre logique tels qu'ils sont déposés. Et après, s'il faut réfléchir à un fonctionnement de long terme, c'est la question qu'on se pose depuis 10 ans maintenant sur comment on finance ces actions de restauration de manière courante. Aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Excusez-moi, le dernier point que vous avez dit, c'est du POC-TEFA, financé par du POC-TEFA. POC-TEFA, ouais. Comment vous dites? POC-TEFA, POCTEFA.
FA. C'est transfrontalier, oui, donc tous les territoires qui sont là aujourd'hui ne sont pas forcément concernés. D'accord. Je faisais ta frontière. Et si je peux me permettre une dernière question, sauf s'il y a déjà quelqu'un qui attend la parole. Vous avez parlé de l'outil Cogéis, je ne connais pas. C'est expérimental, c'est quoi? Alors, je ne vais pas être la meilleure mieux placée pour répondre. L'outil Pogéis, c'est un outil en cours de construction c'est un outil en cours de construction piloté par l'OFB à l'échelle nationale pour l'identification de banques de sites à fort potentiel écologique qui peuvent servir pour le marché de la compensation environnementale de la séquence ERC. Et donc, c'est un outil qui, en fait, il y a beaucoup de liens dans l'objectif et dans la structure de nos deux initiatives. La différence, c'est que il y a beaucoup plus de traitement automatisé d'informations dans le cadre de Pogéis. Et la finalité de la restauration, c'est clairement le marché de la compensation environnementale. Et c'est un outil qui est en cours de construction. Il n'est pas encore ouvert, enfin, il n'est pas encore accessible et ouvert aujourd'hui. Et pour la question du calendrier, pardon, il y a du coup la structure, elle est déjà définie. Le cahier des charges pour la conception informatique de l'outil est abouti. Donc, je pense qu'ils sont en phase de conception de la plateforme. Et la prochaine étape, c'est de faire une session de test sur un territoire donné pour mettre à l'épreuve des premières saisies de sites, remontées de sites. Il y a Véronique qui a levé la main, je pense, pour ben oui, t'es là. pour compléter. Bien sûr. Ouais. Non, mais ta synthèse était très claire. Juste peut-être une petite précision, c'est que l'outil Pogéis, en fait, il répond à la loi de biodiversité qui demandait, en fait, au niveau national, la création, en fait, d'une banque de sites à fort potentiel de gain écologique. Donc, c'était un terme un peu fastidieux pour dire finalement des sites potentiels pour la compensation. Voilà, donc du coup, c'est vrai que l'OFB, en fait, avait un cahier des charges un peu strict par rapport à cette loi. Et comme le disait très justement Manuel, c'est que il y a beaucoup de choses automatisées parce qu'en fait, l'animation territoriale autour de cet outil, en fait, elle n'a pas été définie ni par la loi, ni par l'outil aujourd'hui. Ça reste encore à construire et à imaginer la déclinaison territoriale. Donc, ça reste voilà, un outil en ligne qui reste à développer, qui n'est pas aussi avancé que Wikirenat, mais forcément, on en voit des similitudes et des éléments, je pense, intéressants pour Pogéis, apprendre de l'expérience Wikirenat, mais je rappelle et j'insiste effectivement, comme le fait très justement Manuel, l'objectif est vraiment pas le même. Et c'est vrai que là, on rentre effectivement sur les questions de compensation via un outil tel que Wikirenat, sur la pente qui, à mon sens, est un peu glissante entre parler de restauration écologique et parler compensation. Si toute restauration écologique devient de la compensation, bon, est-ce que c'est vraiment la pente qu'on a envie de prendre? Forcément, alors c'est une opportunité dans le contexte réglementaire d'aujourd'hui et le besoin d'aménagement. Est-ce que c'est vraiment ça qui sera dans l'intérêt de la biodiversité? Voilà, je pose la question. Mais en tout cas, nous, au niveau du territoire, nous comptons sur l'aide de l'ARD et de la région pour mettre les cadres de cette pente glissante. Je rappelle juste un point, hein, c'est que effectivement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'ARB. Maintenant, pour poser le cadre, l'ARB n'a pas de rôle réglementaire. Hein. Donc, le cadre, on pourra aider à réfléchir ensemble certainement. Ce sera très intéressant, mais après, on n'aura aucune légitimité à poser un cadre. Ah non, je parle sur les réflexions. Après, les cadres, ce sera les élus qui poseront les cadres, mais il faut qu'on leur fasse une proposition. Et pour construire la proposition technique, c'est là-dessus qu'on compte sur vous pour nous aider. C'est noté. Véro,
Le message est passé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Réflexions? Après, peut-être pour pour laisser l'invitation comme ça, on n'a pas besoin que la suite commence demain, mais si jamais à l'échelle de vos territoires ou de vos champs d'action, ça vous semble peut-être pertinent d'essayer de travailler à une continuité avec nous, n'hésitez pas à prendre contact directement avec le PNR et avec le Conservatoire botanique pour qu'on discute, qu'on voit ce qui peut être intéressant, si on part sur quelque chose, et voilà, qu'on le construise ensemble. Nous, on n'a pas de calendrier prédéfini sur il faut absolument qu'une suite commence à tel mois de l'année ou l'année prochaine. Mais bon, voilà. Du coup, c'est qu'on se laisse le temps de le digérer un peu chacun aussi. Et puis voilà, on sera en tout cas volontaire et ce sera avec plaisir de partager l'outil et les enseignements de ce qu'on aura pu apprendre dans ces 18 mois de programme. Merci Manuel. On voit que le parc des Pyrénées ariégeoises, Camille et Yannick sont quand même enchantés de l'outil. Vous êtes figés, Yannick et Camille, je ne sais pas si on vous entend encore. Bien sûr que vous nous entendez. Ah oui, vous êtes là. Donc c'est un bel outil et c'est vrai que ce serait intéressant. Ah voilà, super. C'est mieux comme ça, avec le départage. Ce serait très intéressant effectivement de pouvoir continuer à mener l'expérimentation sur un autre territoire. Donc, comme disait Manuel, n'hésitez pas à prendre contact avec lui ou avec Yannick et Camille. Moi, je vais, comme d'habitude, vous envoyer un petit mail avec du coup l'ensemble des mails des participants à la vidéo de ce matin, avec la présentation faite par Manuel, Camille et Yannick. Comme ça, vous aurez leurs coordonnées. Vous pouvez éventuellement continuer les discussions et reprendre contact en aparté avec eux un peu plus tard. On avait encore un petit peu de temps, mais s'il n'y a plus de questions et si on a fait le tour, merci à tous. Merci aux intervenants en particulier et merci à tous les gestionnaires qui étaient présents ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.